Salut tout le monde, je suis de retour aujourd'hui pour une autre vidéo de discussion pour le mois de mai. Ça va aujourd'hui porter sur les cibles potentielles du Canadien dans les 3 ou 4 premières rondes du prochain repêchage de la Ligue nationale qui arrive à grands pas quand même au moment où on enregistre, en fait, que j'enregistre la vidéo. Les Oilers ont battu les Canucks en 7 matchs, donc les finales d'association vont commencer sous peu, puis ça nous a permis de donner le portrait plutôt exact des choix du Canadien pour les 4 premières rondes. Je voulais me concentrer un petit peu là-dessus. Il y a 2 choix en première ronde, un choix en deuxième ronde, 2 en troisième ronde et un dernier en quatrième ronde. Évidemment, il y en a d'autres aussi par la suite, mais je voulais essayer de me concentrer peut-être plus sur les joueurs du top 100 à mes yeux, disons. Fait que c'était un peu plus simple pour moi de parler de ces joueurs-là. Puis, encore une fois, c'est pas exact non plus, étant donné qu'on connaît pas exactement les listes des équipes. On peut se fier un peu à ce que la centrale voit, puis qu'est-ce que nous on voit, mais évidemment, c'est jamais précis à 100%. Donc peut-être qu'il y a des joueurs dont je vais parler à certains rangs qui seront plus là depuis déjà peut-être une vingtaine de rangs. Mais je voulais quand même les mentionner puis en parler parce que on sait jamais, des fois ça peut glisser, étant donné que, comme je dis, on connaît pas les listes. Donc je voulais vraiment essayer de présenter le plus de joueurs possible, essayer de présenter les joueurs selon peut-être la philosophie du Canadien, qui est de se grossir un petit peu, d'être difficile à affronter, surtout éventuellement en série, d'avoir une bonne vitesse, bien sûr d'avoir ce talent-là aussi là, qui se combine avec tout ça. Donc, je voulais essayer peut-être de vérifier quelles seraient les options pour le Canadien dans ces rangs-là. Je vais peut-être parler de mes options aussi en même temps, mais ce ne sera pas le but de la vidéo en tant que tel. Donc, ça va vraiment être concentré sur les cibles du Canadien. Quelques joueurs, peut-être quelques petits noms que je vais ajouter aussi que moi je détesterais pas pour l'équipe, mais qui éventuellement, ça sera pas de mon ressort de toute manière. Donc j'avais prévu faire une troisième vidéo, un petit mock draft complet, mais là finalement les choses se sont bousculées un petit peu de mon côté, puis j'ai terminé mon top 32. Donc, j'ai décidé plutôt que de me concentrer sur une autre vidéo de mock draft et tout ça, de vraiment mettre mes efforts sur le top 32, les vidéos de top 32 qui vont sortir prochainement. Donc, ça va être la dernière vidéo officielle sur ma chaîne de discussion comme ça. Puis ensuite de ça, ça va être le top 32 en 3 parties qui va sortir bientôt au mois de juin. Puis là, je vais essayer de vous mettre des images aussi en même temps pour la vidéo actuelle. Donc, que vous puissiez regarder peut-être certains joueurs, certaines petites habiletés ici et là, au lieu de juste me voir la bête puis m'entendre parler. Donc, premier choix du Canadien, le 5e au total. Un choix un autre choix de top 5 et en fait un troisième si on inclut Slavkovski en 2022, donc le premier au total. Puis le premier nom que je veux mentionner au 5e rang, c'est Ivan Demidov, puis je le mentionne dans l'optique qu'il y a une possibilité qui glisse. Je pense pas personnellement qu'il va être là. Je pense que lui, il va déjà être parti depuis un petit bout déjà, probablement à Chicago. Mais si jamais Chicago décide d'aller vers une autre avenue qui serait un gros gabarit, Caden Lindstrom, ou peut-être un défenseur même, ça pourrait être une surprise rendue là aussi. Peut-être qu'ils ont de Dickinson en haute estime ou quoi que ce soit. Donc, mais partons de l'idée que Lindstrom est à Chicago. Un défenseur tombe à Anaheim comme on le prévoit un peu. Et ensuite de ça, Columbus qui devient un peu le wild card là-dedans, puis qui pourrait sélectionner un attaquant ou un défenseur. S'ils vont vers un défenseur, c'est là ça permet à Demidov de glisser. Donc, euh, je voulais le mentionner parce que le Canadien, évidemment, aurait pas... Oui, on laissait aller Mishkov l'année passée, mais là, de ce que je semble comprendre de la direction, puis de ce que j'entends et ce que je lis, le Canadien a l'air axé vers un attaquant, en fait 2 attaquants en première ronde, à mon œil à moi, euh, pour peut-être regarnir le côté élite de l'attaque avec le choix 5e choix, puis peut-être ajouter un autre espoir un peu plus ciblé, là, un style peut-être un peu plus ciblé
à l'attaque au 26e choix, mais on va revenir à ce choix-là un peu plus tard. Mais pour Demidov, le Canadien n'est pas en position cette fois-là de laisser passer un joueur de cette trempe-là. Parce que Demidov, est-ce que là, il y a des chances d'être un petit peu moins de la même production, disons, que Michkov? Peut-être un petit peu moins à mes yeux. Parce que Michkov est un peu plus marqueur, en plus d'avoir une excellente vision. Demidov, c'est un marqueur aussi, il est capable de marquer, mais je pense que c'est plus la vision, c'est le talent en général, le jeu d'ensemble, même c'est là où il se distance un peu de Michkov. C'est le jeu dans les deux sens, un peu plus impliqué dans sa zone, un petit peu plus... il fait pas juste flotter là, en territoire ennemi. Donc là, à ce moment, en territoire défensif, donc là, à ce moment-là, Demidov devient une sélection intéressante. Puis lui reste seulement une année dans la KHL aussi. Donc le développement est peut-être un peu moins risqué. Quoique là, Michkov, on a appris récemment qu'il allait probablement faire le saut dans la Ligue nationale, peut-être même aussitôt qu'à l'automne. Mais Demidov, le package est là, même s'il est encore un peu petit par rapport à ce que le Canadien peut-être souhaite avoir, des plus gros gabarits. Mais je pense que le talent est beaucoup trop élevé pour Demidov, pour le Canadien, et Demidov, évidemment, tu ne peux pas le laisser passer s'il te tombe sur les genoux au 5e choix. Mais si jamais Demidov est parti, les deux sélections, à mon avis, que le Canadien, ça serait pas nécessairement mes sélections à moi, mais je serais pas déçu de ces sélections-là parce que c'est deux joueurs qui amènent quelque chose dont le Canadien a besoin au-delà du talent. Et puis le premier, c'est Caden Lindstrom. On en a discuté un petit peu avec les Blackhawks, mais Caden Lindstrom à 6 pieds 5, 210-215 livres, joue au centre. Moi, je le verrais plus à l'aile personnellement, dans l'optique que Suzuki et Dach sont déjà là. Puis le premier trio me semble déjà... en fait, ça a l'air acquis là, que ce trio-là va poursuivre pour les années futures. Donc, Slavkovski avec Caulfield et Suzuki au centre. Donc, on a besoin du côté du Canadien de remplir le deuxième trio. Et puis le deuxième trio, si Dach est au centre, Lindstrom à l'aile, moi je trouve que c'est une très bonne solution pour lui. Plus près du filet, un petit peu moins d'engagement, de responsabilité défensive, entre guillemets, pas qu'il n'est pas impliqué. Lindstrom, il est bon en défensive, puis il est physique, protège la rondelle, un bon lancer, une touche de marqueur, il est près du filet, il est capable d'alimenter ses coéquipiers, une bonne vision. Est-ce que moi je pense que Lindstrom comme centre, avec la rondelle sur la palette constamment, puis essayer de créer des choses, est-ce que c'est la meilleure position à mes yeux? Moi, je crois pas. Parce que je trouve Lindstrom, des fois, la créativité manque un peu, même s'il est capable de faire des choses extraordinaires avec la rondelle, de trouver des lignes de passe très difficiles. Par moment, moi, j'ai l'impression qu'il ne met pas toujours non plus ses coéquipiers dans les meilleures positions pour exceller, comme les centres ont l'habitude de le faire. Puis je trouve que Andrew Basha, qui est son coéquipier, dont on va reparler au 26e rang, Andrew Basha, je trouve que c'est lui aussi qui est un peu plus dynamique, qui est un peu plus, qui a vraiment cet aspect-là de vision, de créativité, de nord-sud. On va au filet, puis on essaie de créer des choses rapidement à l'attaque. Donc Lindstrom, en étant à l'aile, je pense qu'il maximiserait toutes ses qualités qu'il a déjà avec un patin qui est excellent pour son gabarit et tout cet aspect physique-là aussi, dont le Canadien a besoin, cet aspect robustesse, cet aspect difficile à affronter dont on parlait en intro, du jeu physique, qui est capable de jeter les gants. Moi, je suis pas inquiet par ses blessures en tant que telles. Je sais qu'il a joué moins de matchs cette année, puis en série, il s'est reblessé un petit peu, mais... Du côté de Lindstrom, je pense que ça serait une sélection qui serait excellente pour le Canadien au 5e choix. Je pense qu'il n'y a pas de doute. Puis si jamais, dans un concours de circonstances incroyables, Demidov et Lindstrom ne sont plus là, ben il y a TJ Ginla qui est là aussi, qui a été soulevé. Puis c'est probablement les deux choix. Je pense que ça va être les deux choix que le Canadien va avoir. Là, c'est... Au 5e rang, ça va être soit Lindstrom ou Iginla si j'avais de l'argent à mettre sur la table. Puis TJ Iginla,
moi, personnellement, le top 5, je trouve ça un peu haut. De pas beaucoup, mais je trouve ça un petit peu haut. Est-ce que je suis scandalisé si le Canadien sélectionne TJ Ginla au 5e rang? Absolument pas. Parce que TJ Ginla, il amène pas mal tout ce que tu veux avoir d'un joueur compétitif, un joueur qui a du talent, qui est productif, qui est là quand ça compte, qui est là pour les séries, qui n'a pas peur de jouer dans des matchs à haut niveau, à haute intensité, il n'a pas peur de jouer dans des matchs serrés, moins d'espace physique, il n'y a pas de problème avec ça. TJ Ginla, sa qualité élite, oui, un tir élite, mais sa qualité élite, si vous voulez, c'est le fait qu'il est bon dans tout. Il est bon dans tous les aspects du jeu. C'est son énergie, c'est son intensité. C'est un bon marqueur, évidemment. Sur l'avantage numérique, il peut être très dangereux avec son lancer. Il y a une vision du jeu dont on n'a pas beaucoup parlé, je trouve, cette année du côté de TJ Ginla. Je pense que ses qualités de fabricant de jeu, oui, on les a vues, on les a notées, mais j'ai l'impression qu'elles sont passées un peu sous le radar là-dessus. Parce que c'est un bon fabricant de jeu, mais qui a souvent le mandat de pousser le tempo vers l'avant, qui a souvent le mandat de tirer aussi. Pas qu'il fait juste ça, mais c'est un peu. C'est là que ça passe un peu dans le beurre, c'est qu'on des fois on note pas tout le temps à quel point il y a une bonne vision puis une bonne créativité avec la rondelle. Défensivement, très impliqué, très engagé, solide le long des bandes, dans toutes les bandes, là, trouvez-les là, dans le milieu, en défensive, en attaque, en arrière des filets. Il est solide là, protège bien la rondelle, d'excellentes mains évidemment. Puis en défensive aussi, amène du soutien aux défenseurs, bon sur les relances, bon sur la contre-attaque, passe rapide, il est intelligent sur la patinoire. À l'attaque, en échec avant, solide, bon bâton, bonne anticipation, il complète ses mises en échec, pas toujours pour la violence, mais juste pour compléter les mises en échec, continuer à laisser un doute un peu dans la tête des défenseurs. Il est capable de jouer dans des avantages numériques où il a excellé. Dans les moments qu'on l'a vu là, je trouve qu'il a été dangereux, il a été capable de se créer des occasions par lui-même. En avantage numérique, j'en ai parlé. Donc, c'est un joueur qui est complet. Puis, ce qui m'a juste inquiété un peu des Ginla, c'est que je sais pas à quel point il peut être un gros producteur de points dans la Ligue nationale. Est-ce qu'il peut aller chercher du 90-95 points dans la Ligue nationale? J'ai un peu de doute là-dessus, mais si jamais il devient un complément, je veux pas dire un complément parce que des fois on utilise ça un peu de façon péjorative, là. Si jamais il devient un joueur qui vient appuyer un deuxième trio, ou peut-être même un premier trio, mais vient amener de l'énergie, vient solidifier le jeu, le cycle, puis vient solidifier le jeu dans le territoire ennemi, de par toutes ces qualités dont on a parlé, avec sa vision, sa protection de rondelles, ses mains, je pense qu'il pourrait peut-être aller chercher du 70-75 points, puis c'est tout ce qui amène à l'extérieur des points qui devient intéressant, qui amène de la valeur, puis là, c'est là que Ginla, pour moi, ça fait tout son sens au 5e rang, même si moi, je l'ai un petit peu plus bas dans ma liste. Je pense qu'on est dans un range du côté de TJ Ginla où il est... je pense qu'il n'y a pas vraiment de mauvaise décision à ce range-là. Deuxième, pour moi, c'est trop haut. Mais à partir de 5, je pense qu'il y a une marge de manœuvre. Puis la seule chose que j'aimerais un peu plus, puis je sais que c'est pas... je veux pas arriver en disant... j'aimerais qu'il démolisse tout le monde. Un peu comme Lindstrom, j'aimerais des fois qu'il soit un peu plus violent sur la patinoire. J'aimerais que Ginla soit un petit peu plus mean, entre guillemets. Mais c'est pas quelque chose qui me dérange non plus. Puis, il y a du père dans le nez dans la façon dont parce qu'il est gamer, parce qu'il est là quand ça compte. Puis, évidemment, son père, Jerome Ginla. Puis, TJ Ginla, je pense que c'est ça. C'est pas nécessairement un train comme son père l'était, mais il y a une petite touche de ça. Il y a un petit peu de père dans le nez pour ça. Donc, TJ Ginla, à ce moment-là, moi, je trouve que c'est une bonne sélection. Le nom dont on a entendu parler récemment, c'est Beckett Sennecke. Et puis,
Moi, la raison pourquoi Beckett Seneca, puis là, je veux vraiment pas me faire prendre hors contexte ou qu'on me dise que j'aime pas Beckett Seneca, là, il est dans le top 15 depuis le début de l'année, là, sur ma liste. Euh, Beckett Seneca, pour moi, je comprends la progression, je comprends absolument la projection pour la Ligue nationale. C'est un gars qui, on en a mentionné, on en a parlé souvent, que c'est un gars qui était 5 et 9, 10 il y a 2 ans environ. Il est rendu 6 pieds 2, il pèse 185 livres. Droitier. Puis moi, la raison pourquoi je trouve ça beaucoup trop haut, le 5e choix, c'est que dans l'optique que TJ Ginla est encore là, t'as aucune raison, à mon avis, de sélectionner Beckett Seneca. Parce que Beckett Seneca, il est probablement égal, mais il est pas meilleur qu'Iginla, à mes yeux, dans toutes les facettes du jeu de TJ Ginla. Sauf peut-être depuis la protection de rondelles, là, Beckett Seneca, il est excellent en protection de rondelles. Puis je pense que les mains, peut-être une petite touche de main de plus. Seneca, il est très habile, très agile avec les mains. Mais si TJ Ginla te donne vraiment tout sur la patinoire, Seneca te donne la même chose, mais je trouve pas que Seneca il est meilleur que Ginla en défensive. Je trouve pas que Seneca il est plus dangereux en avantage numérique. Je trouve pas que Seneca donne plus se donne une meilleure séparation par rapport aux défenseurs adverses. Je trouve pas qu'il donne une meilleure qui hausse plus le tempo de jeu que Ginla. Puis là, j'ai l'air de dénigrer Seneca, mais au contraire, c'est que pour moi, Seneca, c'est un excellent joueur de hockey qui est bon dans plusieurs facettes du jeu. Pas peur de manœuvrer près du filet avec la rondelle. J'aimerais parfois même qu'il coupe un peu plus, mais ça, c'est correct. C'est du nitpicking pour moi. C'est du coupage de cheveux. Une bonne vision, Seneca est capable de jouer des épaules aussi, même si c'est pas le plus violent non plus. Il est bon en défensive, mais il n'y a rien pour moi qui me dit qu'il est clear-cut devant Iginla dans son jeu pur. Puis encore une fois, on parle de Seneca qui a eu des excellentes séries puis il a été capable de se lever au moment important. Il n'était pas entouré de la même façon que Iginla non plus. Iginla, il avait pas nécessairement la grosse équipe avec lui, puis il a été capable aussi d'amener son jeu à un autre niveau en série. Donc, pour moi, ça ne fait pas de sens d'aller reacher, entre guillemets, pour Seneca, alors que si Iginla est là, t'as déjà ce profil-là. Puis ils ont pratiquement le même gabarit, ils ont pratiquement le même poids. Une progression peut-être un peu similaire, parce qu'on n'oublie pas que Iginla, l'année passée, il n'a pas eu les occasions de jouer autant qu'on aimerait avoir. Là, on savait qu'il y avait du talent, on savait qu'il était bon à Seattle, mais il n'a pas eu ces occasions-là non plus en malade parce que l'équipe était excellente devant lui. Donc, je pense que la progression des Ginla, elle est tout aussi remarquable, elle est tout aussi notoire que celle de Seneca cette année, avec les mêmes barèmes, si vous voulez, de très bonnes performances en série aussi, puis d'excellentes performances en saison. Donc, pour moi, il n'y a pas de discussion à avoir par rapport à ça. Je pense que Seneca, c'est un excellent joueur, mais pour moi, le 5e choix, c'est beaucoup trop haut. Un joueur dont moi je vais parler personnellement, puis je sais que le Canadien, je pense pas que le Canadien va aller dans cette direction-là, mais c'est Cole Eiserman. Puis je parlerai pas longtemps de Cole Eiserman, je ferai pas un plaidoyer parce que je m'attends pas à ce que le Canadien sélectionne Cole Eiserman au 5e choix, mais si jamais tu veux vraiment garnir ton deuxième trio, puis tu vas avoir des gars offensifs avec un gars comme Kirby Dach, puis après si tu veux aller chercher un Zegras ou quoi, un joueur comme ça, Cole Eiserman, c'est un marqueur naturel. C'est un gars qui amène dans le filet. Puis je trouve ça un peu dommage si c'est le cas que le Canadien prenne même pas la peine de le considérer, alors que cette équipe-là a de la misère à créer de l'attaque, a de la misère à marquer des buts. Donc c'est juste ça que je veux dire sur Cole Eiserman. Puis j'espère que Eiserman va glisser assez pour tomber dans des équipes où
il va pouvoir exceller avec des joueurs de talent. Puis là, je parle des Devils, je parle des Sabres, peut-être même les Flyers aussi. Puis, donc, ouais, j'aimerais le voir glisser là, mais je pense qu'au 5e rang, le Canadien va passer par-dessus. Euh, Puis c'est un peu malheureux. Je vais nommer un petit wildcard, le dernier choix potentiel pour le 5e au total. Puis c'est un petit wildcard parce que on entend parler peut-être que le Canadien aimerait aller chercher un défenseur. Puis là, du côté gauche, est-ce que c'est solidifié avec Gouli, avec Hudson, Struble est là, Harris est là, Jacky est là. Matheson est là. Est-ce que Matheson va revenir alors que le Canadien peut-être va vouloir ouvrir sa fenêtre dans 1 an ou 2? À ce moment-là, ça c'est une discussion. Moi, j'entrerai pas dans les rumeurs d'échange là aujourd'hui avec le choix, puis est-ce qu'ils vont s'avancer, puis est-ce qu'ils vont reculer, puis est-ce qu'ils vont échanger Matheson contre un 22e choix. Je pense que les boys du TSLH Espoir en ont discuté dans leur dernier podcast, donc vous pouvez aller voir ça. Le seul nom que je vais mentionner, moi, dans l'optique qu'ils veulent un défenseur, c'est Carter Yakemchuk. Suivez-moi un petit peu là-dessus. Là. Carter Yakemchuk, c'est un défenseur droitier qui est très physique, qui a un excellent lancer, des poignets et un tir sur réception, qui s'est amélioré un peu du côté défensif cette année. Moi, je pense qu'il a pris une amélioration défensive. Puis il a devancé Levchunov de ce côté-là, tout en amenant l'attaque que Levchunov était capable d'amener dans la NCAA. Moi, je trouve Yakemchuk qui a excédé ça, en plus de passer un petit peu à un autre niveau en défensive, même si c'est loin d'être parfait. Puis si je me dis le Canadien a Reinbacker et il a Mailloux à droite, est-ce que Savard va être là encore dans 2-3 ans? Par une signature de contrat ou quoi que ce soit, je sais pas. Mais Yakemchuk, c'est le profil parfait d'un défenseur de série, tant qu'à moi. C'est un gars que ça va être difficile de jouer contre lui. Ça va être difficile de vraiment le contrer. Puis quand tu vas aller voir, puis je le compare pas à Shea Weber, mais tu sais, rappelez-vous des matchs de Shea Weber en série. Rappelez-vous des matchs de Ben Sherratt en série. Ça joue du bâton. Il y a plus de latitude. Les arbitres laissent aller un peu plus. Ça joue sur la limite. Puis Carter Yakemchuk, il joue un peu sur cette limite-là aussi. Je pense que ça serait excellent pour lui de le voir dans l'uniforme du Canadien. Puis, je pense qu'il viendrait donner... Premièrement, tu aurais tes trois défenseurs droitiers à droite. Mais aussi, si jamais Mailloux est impliqué dans une transaction, je pense que Carter Yakemchuk viendrait absolument le remplacer sans problème, avec l'espoir qu'il amène son niveau défensif à un autre niveau. Un peu comme Mailloux l'a fait cette année avec le Rocket, avec l'aide de Jean-François Houle. Donc... des fois, ça a l'air difficile à améliorer, puis ça a l'air d'une projection très à long terme. Mais je pense que si Mailloux l'a quand même bien fait cette année, ça me donne espoir qu'il est capable de projeter ça encore pendant 2 ans, 3 ans, pour vraiment arriver à devenir un défenseur complet. Je pense que Yakemchuk est capable de le faire aussi. Donc, ça serait mon wild card, même si je pense pas que le Canadien va aller dans cette direction-là. Au 26e rang, donc c'est le 2e choix de première ronde du Canadien, un choix qui appartenait aux Jets, évidemment, qui a été transigé pour Sean Monahan, qui pourrait peut-être revenir avec le Canadien. Là, ça, c'est pas interdit non plus de son côté. Tout comme Tyler Toffoli, d'ailleurs. Mais bon, revenons au choix 26, au cible potentiel du Canadien. Le premier joueur dont je vais parler, je ne sais pas s'il va être encore là. J'aimerais qu'il glisse. C'est Andrew Basha. J'en ai parlé pendant quelques instants lors du 5e choix, tantôt quand on parlait de Caden Lindstrom. Les deux ont joué ensemble avec les Tigers de Medicine Hat. Moi, du côté de Basha, puis je vais pas m'éterniser longtemps parce que j'ai fait un petit peu le profil tantôt.
très bon coup de patin, il amène la rondelle vers l'avant, puis c'est Pascal, il aime ça dire des avions de chasse, là. Des gars qui vont pas y aller par 14 chemins pour aller au filet. Puis Bacha, c'est le talent, c'est la vision, c'est les talents de passeur qui font en sorte que lui, son plafond est très élevé, à mon avis. Le plafond offensif d'Andrew Bacha, j'ai l'impression qu'il se situe près du point par match si tout va bien. Puis ce qui est intéressant de son côté, c'est que il est capable de jouer. Tu sais, dans la Ligue de l'Ouest, c'est une ligue qui est quand même physique. Puis lui, il s'en laisse pas imposer. Il est capable de jouer dans ce niveau-là. Il est capable d'être même un petit peu tannant, d'être un petit peu baveux, entre guillemets, dans son attitude, dans son style de jeu. Et puis, il n'a pas peur d'affronter qui que ce soit. Puis évidemment, en série, on l'a regardé. Il y a eu des matchs où ça a été un petit peu plus compliqué pour les Tigers. Ils se sont fait éliminer en première ronde, mais je trouvais que Bacha, il a été capable, dans certains matchs, d'élever son jeu. Mais j'ai trouvé aussi qu'il y avait eu quelques petites lacunes dans certains matchs pour vraiment se trouver des espaces, se trouver de la séparation, puis vraiment être impliqué le long des bandes. Mais je pense que rendu au 26e choix, s'il glisse, j'ai pas de misère à le voir comme une sélection parce que justement, c'est du talent pur, à mon avis, Andrew Bacha. Ce qui arrive de son côté aussi, c'est qu'on a parlé beaucoup de Lindstrom, puis on a parlé beaucoup de Gavin McKenna qui est aussi sur l'équipe, mais Bacha, il a produit sans ces gars-là aussi. Là. Lindstrom, il a été blessé pendant la moitié de la saison. Bacha, il continue à produire. Puis il jouait même pas tout le temps sur le trio à Gavin McKenna, à part en avantage numérique. Donc, je pense qu'il a montré à quel point il était capable de lui-même se donner des occasions de produire. Puis il l'a fait, puis ça a été. Il a eu une excellente saison. Donc, Andrew Bacha, un nom pour moi qui devient un incontournable s'il glisse au 26e rang. Un autre joueur dont je veux parler, qui va peut-être glisser, je sais pas, je pense pas qu'il va glisser au 26e, mais lui aussi, je le mentionne, parce qu'on sait jamais. Michael Brandsegg-Nygard, en fait, parce qu'il y a le petit rond là, sur le A, donc Nygard. Michael Brandsegg-Nygard, c'est un attaquant qui a un style très rugueux. Il est rugueux, et c'est pas le plus violent sur la patinoire, mais il est rugueux, il est papier sablé, il a pas peur d'aller où ça brasse, il a pas peur d'aller dans le trafic, il a pas peur d'aller récupérer les rondelles, il joue un peu des épaules aussi. Puis, ce que j'ai aimé de lui, surtout cette année, puis lui il jouait dans la Allsvenskan cette année, qui est la ligue, la deuxième division en Suède, puis c'est un gars qui a joué avec des hommes, évidemment, lui il a 18 ans, puis il a un excellent lancer, il se donnait des occasions, il se positionnait à des bons endroits pour recevoir des rondelles, il a été particulièrement efficace vers la fin de la saison en série. Je l'ai trouvé qu'il rôdait toujours au filet, mais il était encore plus efficace. Puis une bonne anticipation, bon bâton, il joue bien défensivement, il est bien positionné. Il est capable de prendre des rondelles le long des bandes, capable de barrer les bâtons pour vraiment aider à sortir la rondelle. Prend des bonnes décisions simples, pas trop de dentelle. Puis même à l'attaque, c'est un peu la même chose aussi, pas trop de niaisage avec la rondelle. Il y a des bonnes mains, puis il est quand même talentueux dans une certaine mesure. Il a pas le talent de l'élite, mais sauf que son tir est très bon, excellent même. Puis quand il se donne des positions, il se met en position pour recevoir des rondelles, ça peut être dangereux. Puis moi, je trouve que Brandsegg-Nygard, c'est un gars qui, encore une fois, un peu à la Iginla, puis là, c'est pas la même chose, mais si jamais on le voit sur un deuxième trio, j'ai l'impression que ce gars-là, dans les deux sens, peut faire du très bon travail. Lui aussi peut aider le cycle, peut vraiment aider à la protection de rondelles. Il est grand, il est gros. Donc, ça devient un deuxième trio avec Kirby Dach encore, qu'on voit là comme deuxième centre, qui devient difficile, qui devient un peu éprouvant. L'échec avant est solide, la protection de rondelles est solide. Ça épuise les défenseurs adverses, ça épuise les équipes. C'est un peu du wear and tear, comme on dit en anglais. Donc, tranquillement, ça te joue un peu sur le corps, ça te joue un peu sur le moral, c'est difficile.
Donc, je pense que Brandtseg Nygaard, ça devient un joueur intéressant s'il glisse, mais comme je mentionne, je pense pas qu'il va être là, mais si jamais il est là, ça devient une sélection intéressante. Deux joueurs aussi qui sont un peu dans le même moule, qui sont peut-être ciblés aussi. Chernyshov, donc Igor Chernyshov et Emil Hemming, qui sont les deux joueurs que moi je verrais aussi peut-être dans ce range-là, qui vont peut-être glisser. Chernyshov, c'est l'aspect russe. Est-ce que l'aspect russe aussi va peut-être jouer un peu dans une petite glissade, quoique là, ça semble un petit peu moins prononcé depuis, en tout cas de cette année, avec les Silayev, les Demidov et compagnie. Chernyshov, moi, ce que j'ai aimé de lui, dans la MHL, il était capable de jouer un peu plus de finesse, essayer d'être un peu plus un producteur de points. Dans la KHL, c'est vraiment là que j'ai apprécié son jeu parce qu'il a été capable de jouer un style vraiment professionnel, souvent impliqué le long des bandes, souvent prêt à batailler pour les rondelles, utiliser son corps. Il y a quand même une certaine touche de finesse à son jeu. Patine bien, pas peur d'aller au filet lui non plus. Le problème de Chernyshov que j'ai trouvé cette année, c'est qu'il s'est donné il s'est placé en position de marquer des buts, il s'est donné en option pour décocher des tirs de qualité, manquer un petit peu de finition de son côté. Il y a eu un match en particulier en série, début des séries, si je me souviens bien. Un de ses coéquipiers lui a servi une passe sur la palette, il y avait un filet désert, il a voulu tirer rapidement, il a raté le filet. C'est ce genre de petites situations-là que j'ai vu Chernyshov cette année rater. Des belles passes dans l'enclave, rate le filet, touche le poteau, envoie ça dans le toutou. Puis c'est correct, tu sais, Chernyshov, c'est un jeune, il y a encore des choses à apprendre. Il a 18 ans. Mais je pense que c'est pas un Russe traditionnel, à mon avis. Puis là, je veux pas dénigrer tous les Russes, là, mais les Russes ont l'habitude de tricher un peu plus quand ils sont jeunes, quand ils sont dans la MHL. Ils veulent marquer des buts, ils veulent avoir des points. Puis Chernyshov, j'ai trouvé qu'il se distançait un peu de ce stéréotype-là que j'entretiens, là, sans le vouloir, mais je trouvais que Chernyshov, il se distançait un peu plus de ça parce qu'il était capable aussi de s'impliquer dans sa zone, il était capable d'être compétent puis d'être intelligent dans sa façon dont la rondelle doit progresser, dans sa façon dont il doit sortir la rondelle de sa zone. Donc pour moi, Chernyshov, c'est un gars qui mériterait aussi une certaine considération. Puis le deuxième joueur que je vais parler, qui est dans le même moule que les deux autres, Emil Hemming, finlandais aussi, qui a de l'énergie, qui a été excellent cette année dans la Saria. Puis ensuite de ça, il est allé jouer dans la Liga. Quand même bien performé, un très bon lancer. Il a été, comme je disais, énergique. Il n'avait pas peur lui non plus de travailler dans le territoire ennemi, garder la rondelle sur sa palette, essayer de créer certaines petites choses avec la rondelle. Un peu moins peut-être de main que Chernyshov, mais peut-être un petit peu plus de meilleure finition, à mon avis, mais peut-être un petit peu plus de vision, entre guillemets. Je veux pas dire que Chernyshov a une moins bonne vision, mais peut-être un petit peu plus de créativité du côté d'Hemming, capable de aussi donner de bonnes rondelles à ses coéquipiers. Mais donc lui aussi, puis défensivement, il est bon aussi. Il fait du bon travail dans sa zone. Puis même un peu les mêmes qualités, c'est que le travail le long des bandes facilite les sorties de zone aussi. Parfois quelques petites feintes qui donnent des petits cheveux gris, qui donnent quelques petits revirements, mais jamais si coûteux que ça, jamais si dangereux que ça. Donc pour moi, Hemming, c'est un autre gars qui devient une sélection intéressante dans ce style, ce profil de joueur-là qui est un peu plus rugueux, entre guillemets, qui est un petit peu... je veux pas dire juste rugueux, mais tu sais, il y a une certaine touche de talent, mais qui sont aussi des styles professionnels qui s'amènent bien dans la Ligue nationale. Un autre joueur qui correspond un peu à ce style professionnel-là, mais qui est intéressant aussi offensivement, c'est le Québécois Sacha Boisvert. Sacha Boisvert au 26e rang. Je sais pas s'il va être là, encore une fois, je connais pas les listes des équipes, mais Sacha Boisvert, c'est un joueur qui, premièrement, il a une très bonne touche de marqueur, il amène les rondelles au filet, beaucoup plus que l'année passée, je trouve, puis
ça lui a servi beaucoup cette année. Je pense qu'il a marqué 35 buts cette année dans la USHL. Il a été dangereux, un bon lancer. Il a bien rôdé près du filet vraiment pour trouver des options, mais aussi compléter des jeux. Une bonne vision de jeu aussi, c'est pas juste un marqueur, c'est un gars qui est capable d'alimenter ses coéquipiers. L'avantage numérique, il a fait du bon travail. Avec il y a lui aussi, et puis il y a Gridin aussi qui est là du côté de Muskegon, qui ont quand même fait du bon travail sur l'avantage numérique, ils sont allés chercher des points aussi de ce côté-là. Ce qui est intéressant du côté de Sacha Boisvert, c'est son jeu d'ensemble. C'est le fait que on peut vraiment le projeter comme un bon centre défensif. Puis si on dit, mettons, troisième trio pour être bien safe, mais il n'y a aucune difficulté, à mon avis, d'aller passer d'un trio plus haut si jamais il y a des blessés. Je pense qu'il pourrait jouer très bien sur un deuxième trio pour vraiment venir te donner des munitions vraiment contre n'importe quel adversaire. Tu peux matcher des trios avec Boisvert. Je pense qu'il n'y aura pas de problème de ce côté-là. Puis il y a aussi cette touche, évidemment défensivement, ça, encore une fois, je ne répéterai pas là, toutes les bonnes choses, mais il vient aider les défenseurs, il est vraiment impliqué. Capable de jouer physique aussi, de protéger les rondelles. Puis c'est un peu ça aussi qui le distance peut-être de certains autres joueurs. C'est le côté physique aussi. C'est pas nécessairement un côté physique pour démolir les joueurs, mais c'est un côté physique pour vraiment rester impliqué dans le match, conserver des rondelles, protéger des rondelles. Il y a aussi cette capacité-là, accompagné d'un bon coup de patin puis d'excellentes mains aussi. Il travaille très bien en espace restreint. Donc pour moi, Sacha Boisvert, ça devient un joueur, puis je sais qu'on a parlé dans notre mid, on disait que c'était un joueur qui était un peu plate à regarder, puis c'est pas... Puis tu sais, si jamais sa famille nous écoute, là, prenez-le pas mal, parce que c'est pas parce qu'il est plate qu'il est pas bon, puis c'est pas parce qu'il est plate qu'il est pas efficace. Quand tu regardes un match de Sacha Boisvert, ça te wow pas comme si tu regardais un match de Demidov ou de Celebrini. Sauf que quand tu regardes un match de Sacha Boisvert et que tu es capable de comprendre l'aspect du jeu, l'aspect que tu as besoin pour gagner en série, aussi simple que ça même, là, ben lui, il s'insère super bien là-dedans. Donc moi, j'ai aucun problème à 26. J'aurais eu aucun problème même avant ça, un petit peu, mais là, le Canadien a le 26e choix. Donc s'il glisse, ça devient un joueur qui pourrait venir solidifier le Canadien dans le futur sur un troisième trio, disons. Ou, ben, encore une fois, peut-être même le deuxième trio. 3 joueurs, je vous mentionne 3 autres joueurs pour le 26e. Jet Luchenko. Jet Luchenko, c'est un attaquant qui a vraiment un style assez complet lui aussi. Un peu plus petit que Sacha Boisvert, par exemple. Donc peut-être que là, c'est là que ça se corse, entre guillemets, là, puis je sais, c'est pas le bon terme, mais peut-être que la différence entre les deux, elle est là. En tout cas, elle est sur ma liste aussi. Mais Luchenko, c'est un gars qui patine très, très bien, puis il a de très bonnes mains, puis il est très intelligent sur la patinoire. Dans les 3 zones, il est capable de jouer en avantage numérique, capable de jouer en désavantage numérique. Puis si jamais vous l'avez regardé au U18, Jet Luchenko, c'était un gars qui remplissait beaucoup de mandats pour l'entraîneur-chef Gardiner McDougall. Il jouait en avantage numérique un petit peu, il jouait en désavantage numérique. Il était accompagné de TJ Ginla aussi sur son trio. Ryder Ricci aussi. C'était un gars qui avait l'air de vraiment être là pour matcher les trios adverses aussi. Pour laisser les kids, là, les Porter Martin, Gavin McKenna sur le premier trio. Roger McQueen qui était là aussi, mais il s'est blessé. Vraiment essayer de travailler, puis essayer de travailler offensivement, alors que lui était là pour vraiment solidifier l'aspect défensif, tout en créant quand même des choses offensivement. Je pense que du côté de Luchenko, c'est un gars, moi, qui tranquillement, il a continué à me faire plaisir cette année à Guelph. Joue au centre, capable de jouer à l'aile aussi. Je pense que c'est un style de joueur qui cadre bien, encore une fois, dans la philosophie que le Canadien semble instaurer. Peut-être pas du côté physique, mais du côté
des gars qui vont être là quand ça va compter, des gars qui vont être là quand le jeu va être un petit peu plus difficile. Je trouve qu'il lit super bien le jeu, il fait attention à la rondelle, prend de bonnes décisions. Donc pour moi, ça, c'est le niveau de talent qui est un peu plus bas. C'est juste ça. C'est que si tu te dis pas le niveau de talent côté main, là, il y a de très bonnes mains, puis il est bon avec la rondelle. C'est juste que le plafond est peut-être pas aussi élevé, puis le niveau de talent général, tu te dis, tabarouette, est-ce que Luchenko, c'est un gars de 80 points? C'est plus là où que ça devient un peu problématique, puis c'est un peu là où peut-être il baisse dans les listes. Mais au 26e rang, je pense que d'ajouter un gars comme ça dans sa formation, ça fait vraiment pas mal à personne. Deuxième joueur, Marek Vanacker, ça c'est un joueur que moi j'aime particulièrement, qui va peut-être être un peu le gars que moi je vais pousser là qui est pas nécessairement le choix du Canadien, mais que je détesterais pas qu'il aille chercher. Marek Vanacker, cette année, c'est un joueur qui a tranquillement gravi les échelons aussi. Lui aussi, de par son jeu d'ensemble, son travail en défensive, mais j'aime aussi le fait qu'il amène les rondelles vers l'avant, qui est nord-sud, qui amène les rondelles au filet, il patine très bien, il a d'excellentes mains, il est très agile, il a un bon lancer aussi, capable de compléter des jeux, capable d'agir un peu comme le sniper, pas juste sur les tirs sur réception, mais vraiment amener la rondelle, couper un peu plus au filet, décocher des bons lancers. Donc pour moi, Marek Vanacker à l'aile, un peu plus petit quand même si c'est un gabarit un peu standard, là, disons 6 pieds 175, 180. Puis je trouve que c'est ça, c'est un gars qui a une excellente vision, en fait une très bonne vision du jeu aussi. Puis pour moi, c'est là que ça se démarque un peu du côté de Vanacker. Puis la même chose un peu de Luchenko, c'est que le niveau de talent est bon, un petit peu plus du côté de Vanacker peut-être. Le jeu défensif il est bon. Je pense que Luchenko il est un petit peu plus, il est un peu supérieur de ce côté-là par rapport à Vanacker, mais je pense que dans les deux sens, c'est des gars qui sont très solides, très projetables dans la Ligue nationale, un peu comme Boisvert aussi. Je pense que Boisvert, c'est un gars qui se projette très facilement dans la Ligue nationale. Troisième joueur que je vais nommer, c'est Teddy Stiga. Teddy Stiga, je pense que moi, je sais que j'ai été, je veux pas dire critique avec lui, mais j'ai dit que je trouvais qu'il dépendait un peu de James Higgins par moment. Puis c'est correct moi j'ai pas de problème avec ça. C'est juste que si on applique l'argument que Cole Eiserman il profite de ses coéquipiers, il faut l'appliquer aussi à Teddy Stiga qui se fait donner des passes en or par James Higgins. Mais ça enlève rien aux joueurs parce que moi je trouve qu'il y a eu beaucoup de finitions près du filet. Il n'a pas eu peur. C'est pas un gros gabarit, Teddy Stiga. Il doit être peut-être 5 pieds 11, 175, 180. Mais il est près du filet, il est dans l'enclave, il est près des cercles. Il n'a pas peur d'aller dans les endroits où il peut marquer des buts, où il peut se faire servir ces passes-là, ces caviars-là de la part de James Higgins. Puis t'as beau recevoir des passes spectaculaires, mais si t'es à 40 pieds du filet, 50 pieds du filet, ça va être compliqué. Si t'as le nez dans la cuisine, puis t'es capable d'être là, puis de batailler avec les défenseurs, puis vraiment être un vrai... être vorace là, sur les rondelles libres, Teddy Stiga, il est capable de le faire, puis c'est là qu'il y a cette valeur-là aussi, malgré un plus petit gabarit. Puis il y a aussi de la créativité, on l'a vu faire quelques belles passes. Je pense que la chimie avec Zimmer et Higgins était tellement bien installée que ces trois gars-là sont devenus un peu naturellement aimantés l'un de l'autre. Puis ils savent exactement où les joueurs vont se situer. Puis je pense que ça a beaucoup aidé Stiga à monter son stock cette année pour les classements. Parce que on a pu voir des facettes de son jeu, outre la finition des passes de Higgins, où il était dynamique, où il était justement créatif. Il avait l'air d'un leader, il avait l'air d'un joueur tannant, un joueur un peu, une petite peste entre guillemets, qui était là pour venir déranger en quelque sorte, qui était là pour venir mettre
le niveau de jeu un peu plus... que le niveau de jeu se hausse un petit peu, pas juste de la part de ses coéquipiers, mais vraiment le niveau de jeu en général du match. Lui, il amenait ça à un autre niveau aussi. Donc moi, je trouve que Teddy Stiga, tu sais, 26e, peut-être un peu tôt, entre guillemets, il y en a qui l'ont dans ce range-là, donc je pense que ça devient une sélection intéressante à ce moment-là. Teddy Stiga qui devient, pour moi, je pense pas qu'il y aurait le même aura que certains autres joueurs dont j'ai parlé plus tôt, là, les Basha, puis Brandteg, Nygaard, puis Hemming et compagnie, mais je pense que c'est un gars qui m'a l'air d'être un futur joueur de la Ligue nationale. Donc, rendu là, après, on en a vu plein des joueurs comme ça, mais j'ai un petit feeling que Stiga, c'est quelque chose qui peut se matérialiser dans son cas. Puis au 26e rang, ça devient peut-être un choix intéressant aussi, de par sa projection dans la Ligue nationale. Je voulais vous parler de deux défenseurs aussi. Je voulais parler de Greentree, mais j'ai comme l'impression que Greentree aussi va être parti avant le 26e choix. Je vais vous parler de deux défenseurs. Le premier, Cole Hudson. Puis la raison pourquoi j'amène Cole Hudson, c'est que le profil de Lane Hudson a peut-être... En fait, ce que le Canadien a vu de Lane Hudson a peut-être changé un peu la mentalité du staff par rapport à un défenseur dans ce genre-là. Parce que, puis je dis pas que le Canadien peut-être qu'il adorait Lane Hudson, puis c'était une sélection facile pour eux. Peut-être qu'ils l'avaient 25e sur leur liste, puis finalement, tous les joueurs ont déboulé, puis il est tombé sur leurs genoux, je sais pas. Mais de voir à quel point Lane Hudson a peut-être eu une très grande projection, rapide peut-être un peu, puis un certain succès à créer de l'attaque dans les deux matchs qu'on a vus dans la Ligue nationale, et avec tous les enjeux défensifs qu'on a aussi, là, soyons honnêtes, là, ça n'a pas été évident défensivement. Mais il y a quelque chose à travailler avec ça. Puis dans le cas de Cole Hudson, on est un peu dans ce même moule-là du côté de l'attaque, de la créativité, un peu d'elusiveness, là, de la façon dont il échappe un peu les couvertures, il travaille sur la ligne bleue, du patin latéral, mais aussi des mouvements rapides pour vraiment se détacher. La vision du jeu, elle est là. Il y a une bonne reconnaissance des options, des meilleures options qui s'offrent à lui sur certaines séquences. Il amène des rondelles au filet, mais pas des rondelles, c'est pas juste pour démolir le filet, c'est vraiment des rondelles bien placées. Puis ça nous rappelle un peu ce que Lane Hudson avait montré l'année passée. En fait, il y a 2 ans, au moment du repêchage en 2022. Puis l'année passée aussi, mais au moment du repêchage, je trouve que Lane Hudson avait quelque chose de spécial en lui. Mais évidemment, on s'attendait à des défis. Puis là, ce qu'on a vu de Lane Hudson, ça vient peut-être nous influencer, entre guillemets. Parce que là, on se dit, peut-être que Cole Hudson, il y a moins ce regard-là de critique et ce regard-là d'évaluation difficile. Parce que là, on l'a vu avec Lane, puis on s'est compromis un peu avec Lane. Puis là, on se dit, il a quand même fonctionné pas mal dans la NCAA, puis il a quand même pas été si pire dans la Ligue nationale pour les 2 matchs, encore une fois, échantillon très, très faible. Donc peut-être que Cole Hudson, il a cet avantage-là, puis ça nous permet de le placer dans une situation où est-ce qu'au 26e rang, est-ce que tu te dis, ça vaut-tu la peine de tenter sa chance-là si jamais il y a beaucoup de joueurs sur les listes qui sont partis? Moi, personnellement, 26e, c'est peut-être un peu tôt, mais si tu es en amour avec ce gars-là, tu peux peut-être décider de tenter ta chance. Moi, j'attendrais un peu plus qu'il baisse, mais le Canadien, malheureusement, n'a pas de choix. En fait, il y avait le choix 37 qui a été échangé, donc ça devient peut-être un peu plus compliqué de ce côté-là. Le dernier joueur que je mentionne, un autre défenseur, puis ça, c'est un petit wild card aussi, entre guillemets, parce que je suis curieux de voir comment que ça va se dérouler, le repêchage pour lui, c'est Adam Jiříček. La raison pourquoi je dis que c'est un wild card, c'est qu'au début de la saison, Adam Jiříček, moi, je l'ai trouvé pas très bon.
pour être bien honnête, là, pour un gars que j'avais dans le top 15 avant le début de la saison, je me disais, lui, avec une bonne saison, il s'insère dans le top 10. Puis, il n'y avait même pas j'avais aucun doute là-dessus. Ça n'a pas très bien commencé. Là, je me suis dit, bon, OK, ça part rough, mais c'est le début de saison. Ça s'est pas amélioré par la suite. Dans l'Extra-Liga, moi, je trouvais qu'offensivement, il y avait de la misère à créer des choses. Je trouvais que défensivement, il avait pas l'air à bien lire les situations. Il avait pas l'air à être capable de bien couvrir ses joueurs. En fait, les adversaires. Je trouvais ça un peu dommage aussi parce qu'il y avait une petite touche physique qu'on avait un peu plus de misère à voir cette année dans l'Extra-Liga. Puis là, il me redonnait un peu les vibes de David Jiricek, son grand frère. Puis là, j'étais là, l'année passée, v'là 2 ans, j'étais pas très high non plus sur David Jiricek. Puis là, malheureusement pour Adam, c'est que là, on pensait peut-être, puis lui aussi pensait peut-être se servir du championnat mondial de hockey junior pour remonter son niveau de jeu, se donner un élan, si vous voulez, pour vraiment une bonne deuxième moitié de saison. Il s'est blessé dès le premier match, il n'a pas joué de l'année. Donc là, l'évaluation de Jiricek, à mes yeux, c'est un peu difficile parce que là, je me dis, il était très haut l'année passée. On a vu un certain talent, un certain niveau de talent. Cette année, ça s'est dégradé, à mon avis, ou il a stagné, à la limite. On n'a pas pu voir de progression dans les premiers mois, dans les 2 premiers mois, 3 premiers mois. On n'a pas pu le voir par la suite s'il a amené son jeu à un autre niveau parce qu'il a été blessé. Donc, qu'est-ce qui va arriver avec lui? Est-ce qu'il peut glisser? Parce que ce gars-là, moi, je pense que s'il a une bonne saison cette année, puis s'il a je vais dire juste une saison correcte, avec un bon championnat mondial de hockey junior, avec une petite présence peut-être au mondial ou peu importe, je pense qu'il peut rester dans le top 15. Mais là, avec qu'est-ce qu'on a vu cette année, en fait, qu'est-ce que moi j'ai vu, là, je ne sais pas pour les autres, mais moi, ce que j'ai vu, ça ne m'a pas du tout convaincu. Puis ce que j'ai vu d'autres joueurs fait en sorte que là, il baisse dans mon classement. Il est encore dans mon top 32, puis il va rester dans mon top 32, mais où est-ce que la chute va s'arrêter au moment du repêchage? Est-ce qu'il y a une équipe qui va se dire ce que j'ai vu au début de l'année, c'était suffisant? Ce que j'ai vu l'année passée, c'était suffisant? Je pense qu'il y a un potentiel. Puis j'ai l'impression qu'il y a un potentiel de mon côté aussi. C'est juste qu'on a eu de la misère à bien le saisir, à mon avis, cette année. Est-ce que ça devient une sélection de top 15 peut-être pour une équipe? Parfait. S'il commence à glisser, puis là, il se rend au 26e, peut-être que ça devient une sélection très intéressante pour le Canadien parce que c'est un défenseur droitier aussi, c'est un défenseur qui a quand même un gabarit appréciable, qui a cette touche de jeu physique-là aussi, puis qui a cette touche offensive-là aussi qu'on a malheureusement moins vu cette année. La première passe, la relance, le transport de rondelles, ça a été un peu plus difficile cette année. Donc j'ai l'impression que de son côté, est-ce que si la chute devient un peu brutale, est-ce que le Canadien va tenter de mettre fin à ça puis d'aller le chercher pour solidifier encore une fois le côté droit ou peut-être faciliter une transaction avec un défenseur droitier à vérifier. Donc, ça serait les cibles. C'est les cibles peut-être que je vois pour le Canadien au 26e rang. 57e rang, je vais commencer tout de suite avec une cible que moi, personnellement, j'aime bien à ce rang-là, qui va probablement glisser, probablement qu'il ne sera pas sorti au 57e rang. Il va peut-être glisser plus bas. Donc, peut-être qu'on va pouvoir le revoir au 70 et 78e. C'est Justin Poirier. Justin Poirier, cette année, je trouve qu'il s'est fait manquer un peu de respect par la centrale en tant que telle, par certains recruteurs ou certains évaluateurs, observateurs, peu importe. Je trouve que Poirier, tu sais, il y a des lacunes dans son jeu, c'est sûr. Défensivement, c'est pas toujours parfait. Mais encore une fois, c'est un gars qui marque des buts comme ça. Un gars qui est capable de compléter des jeux de cette façon-là avec le tir sur réception, avec le tir des poignets, qui est
qui a une petite touche de chienne un petit peu, qui est un peu baveux sur les bords, qui est un peu peste, qui va de mise en échec des fois un peu douteuse, entre guillemets, pas nécessairement à la tête, tout ça, mais des petits gestes un peu douteux. Tu sais, Poirier, pour moi, il y a quelque chose de spécial en lui qui mérite de s'y attarder. Cette facilité-là, cette capacité-là à aller dans les endroits dangereux, à compléter des jeux, à être là pour vraiment se donner une bonne option de tirer, d'avoir un lancer dangereux. Je trouve que ça devient difficile à un moment donné à laisser passer ça parce que tu dis, je comprends, tu sais, c'est pas tous les petits joueurs qui vont devenir des Cole Caulfield ou des petits joueurs qui vont devenir des Alex DeBrincat ou ça je le comprends. Mais j'aime ça avoir un gars comme ça dans mon pipeline parce que je me dis tout d'un coup qu'il se développe bien puis tout d'un coup qu'il réussit à améliorer certains aspects de son jeu. C'est un gars qui marque des buts quand même. Puis si jamais tu as besoin d'un gars comme ça sur un troisième trio dans 7 ans, dans 8 ans, dans 9 ans, un gars qui est capable d'empoter 20-25 sans trop forcer, ben je veux pas dire sans trop forcer, mais tu sais, qui serait capable d'aller en marquer 20-25 juste parce qu'il y a un lancer élite. Je trouve que c'est... Il y a certains rangs à un moment donné où je me dis j'ai pas le choix. Puis ça, c'est pas c'est pas au détriment de certains joueurs. Il y a certains joueurs que je vois devant lui, que je vais pas commencer à reacher pour dire ben là, je vais prendre Poirier parce qu'il marque des buts. Ça prend un peu plus que ça sur le jeu. Puis lui, il est un peu moins aidé avec son petit gabarit, mais il y a quelque chose dans son jeu qui me laisse un espoir que s'il se développe bien, puis s'il y a une chance de travailler sur les aspects de son jeu, il y a déjà les instincts de marqueur, puis ça peut être un joueur très intéressant pour le futur. Mais si jamais quelqu'un va avoir un joueur plus safe, un peu plus complet, Raoul Boilard, qui est son coéquipier avec Bécomo. Raoul Boilard, moi, je l'ai plus haut que Justin Poirier. Puis pas de 22 rangs, là, mais c'est plus dans l'aspect du jeu d'ensemble de Boilard. C'est un joueur qui est quand même complet, qui est impliqué dans plusieurs facettes du jeu. Il a une bonne capacité de marqueur, une bonne capacité de finition de jeu. Il a aussi une capacité à passer. Je trouve qu'il est pas... tu sais, c'est pas juste c'est pas encore une fois, là, c'est pas Ron Francis, là, mais il trouve bien ses coéquipiers, il est capable de les placer dans des positions intéressantes pour que ces joueurs-là puissent marquer des buts. Il est énergique, il est capable de s'impliquer physiquement, il est capable de protéger la rondelle. Un autre gars sur le cycle qui devient intéressant, qui devient difficile à affronter dans les moments de pression, dans les moments de série. Il a un bon gabarit, donc c'est ça, à 6 pieds 1, 185-ish environ. Puis il a quand même un bon coup de patin aussi, donc tu sais, je trouve qu'il y a beaucoup d'aspects de son jeu qui sont intéressants, qui font en sorte que c'est un gars qui, encore une fois, a l'air d'avoir une projection assez stable et assez, je veux pas dire assurée, là, parce qu'on peut jamais dire qu'ils vont jouer dans la Ligue nationale, mais je trouve qu'il se projette bien dans la Ligue nationale, puis il se projette bien dans le style de joueur que la Ligue nationale voit en ce moment dans les séries. Donc, pour moi, Raoul Boilard, c'est là où il vient un peu s'insérer. Est-ce que... je regardais Boston, est-ce que c'est un genre de Charlie... Là, c'est pas des comparaisons, puis je veux pas y aller à 1 pour 1, encore une fois, mais un gars comme Pavel Zacha, un gars comme Charlie Coyle, c'est pas des gars qui sont hyper spectaculaires, mais ils sont efficaces sur la glace, puis je pense que Raoul Boilard, il tend un peu vers ça aussi, ce style-là de joueur un peu...
qui est capable de rendre les autres meilleurs avec lui, puis qui est capable de faire sa game à lui. Donc Martin Saint-Louis va être content, il est capable d'amener sa game dans la game. Puis je trouve que c'est un gars qui va vraiment aider dans plusieurs aspects du jeu qui sont très... des fois, ils passent sous le radar, sont négligeables un petit peu, on les laisse aller, puis finalement, ouais, il complète ses mises en échec. Ah ouais, un bon bâton, coupe des jeux au milieu, il est impliqué dans sa zone pour garder la rondelle sur la palette, aider les défenseurs. Donc, c'est des choses, des fois, c'est les petites choses. Là. C'est Claude Julien qui disait ça. Là. C'est les petites choses qui font en sorte que ces joueurs-là sont bons. Là. Les Andreas Daquel, les Niklas Sundström. Là. Ben, du côté du Canadien, je pense que Raoul Boilard, c'est pas un Niklas Sundström, mais c'est un gars qui semble avoir cet aspect-là dans son jeu qui viendrait s'insérer avec n'importe qui, je pense, chez le Canadien. Je veux parler de 3 défenseurs, dont 2. En fait, il y en a au moins un dont on parle un petit peu moins. Puis il y en a 2 ils ont peut-être eu des trajectoires différentes cette année. Le premier, Thomas Galvis. On en a parlé souvent, nous, dans nos classements de mid ou peu importe. Thomas Galvis, c'est un jeune qui a une excellente vision du jeu, une excellente... Du côté attaque, transport de rondelles, échapper à la pression pour les premières passes, pour sortir de la zone, il est très bon. Défensivement, je le trouve quand même... Oui, il y a des défis physiques, là. C'en est un, lui aussi, 5 et 10, 150 livres environ, 155 livres. C'est pas évident de temps en temps pour lui. Mais il est capable d'essayer. Il s'essaye. Il essaye de s'imposer physiquement, même si c'est pas c'est plus compliqué, puis que les joueurs adverses semblent pas lui donner de respect par rapport à ça. Puis c'est normal, là. Si tu mesures 6 pieds 2, 200 livres, tu vois un défenseur de 5 et 10, 155 en avant de toi, je peux te garantir que moi, je me gênerais pas, là. Donc c'est sûr que Galvis, il y a un peu de défi par rapport à ça. Mais il se débrouille quand même pas si pire que ça. À l'attaque, c'est là où vraiment il est intéressant. C'est là où il y a cette capacité-là de diriger, entre guillemets, un avantage numérique, d'être un peu le distributeur de rondelles. Il n'y a pas un lancer foudroyant, surtout sur réception. Il amène quand même les rondelles au filet. Il me fait penser, là, encore une fois, c'est pas des comparaisons, mais souvenez-vous un peu Markov, comment il était sur l'avantage numérique. C'était pas nécessairement celui qui décochait les boulets de canon, mais c'était un gars qui distribuait les rondelles, qui trouvait ses options, qui faisait bouger un peu la boîte. Galvis, il est capable de le faire. Puis j'ai trouvé que au championnat mondial de hockey junior, quand ils ont joué contre le Canada, la Tchéquie, parce que lui a remplacé Jiricek, c'est Jiricek qui était là, puis Galvis a remplacé Jiricek, donc je trouvais que contre le Canada, il s'était vraiment bien débrouillé quand même défensivement, puis pour faire activer le jeu. Donc, je trouvais ça quand même intéressant. La fin de saison a peut-être été un petit peu plus terne de son côté à mes yeux. Je pense que ça a été un petit peu plus difficile pour moi de vraiment apprécier le jeu d'ensemble, puis le jeu offensif. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire du côté de l'attaque. Puis je l'ai mis 57e, je l'ai mis dans la sélection 57e comme les cibles, parce que je me dis, si jamais tu y penses avec un gars comme Lane Hutson, puis si jamais tu y penses au 29 avec un gars comme Cole Hutson, peut-être que tu dois aussi un peu y penser au 57, parce que Thomas Galvis, il t'amène ce genre d'attaque-là, ce genre de jeu, des jeux qui font progresser l'attaque, qui font progresser la rondelle. Donc, est-ce que c'est une sélection? Est-ce que je vois le Canadien faire cette sélection-là? Probablement pas, mais je la mets là juste au cas où il n'y a peut-être pas mieux à ce rang-là. Puis l'autre défenseur dont je vais parler, c'est Stian Solberg. Puis lui, Solberg, évidemment, ça a passé à un autre niveau son jeu, parce que la Norvège, un Norvégien, un gars qu'on voit pas souvent, en fait une ligue non plus qu'on voit pas souvent, je trouve que lui, il est pas qu'il est passé sous le radar, mais lui non plus, on n'en a pas
tant à parler cette année. Oui, on en a parlé un peu dans les discussions, puis dans notre mid, puis ainsi de suite, mais je trouve qu'il a fait un petit pas en avant dans son jeu. Je pense que le côté défensif, il était bon, un joueur qui était capable, qui était physique, qui était capable de donner de bonnes mises en échec, sortait la hanche par moment, un bon coup de patin de reculon. Il était bon aussi pour couvrir les lignes de passe, pour vraiment essayer de freiner les contre-attaques. Donc ça, c'était bien. À l'attaque, je trouve qu'il a amené aussi un petit jeu, un petit niveau de jeu attaque intéressant. Puis, on l'a vu, un des matchs que j'ai regardé au championnat mondial contre le Canada, il s'était pas mal débrouillé défensivement, puis il a même marqué un but, je pense, sur un des premiers tirs de la Norvège, c'était en troisième période, je pense que c'était le deuxième, troisième tir de la Norvège, peu importe. Il n'avait pas tiré dans les 40 premières minutes, là, c'était la première fois que je voyais ça de ma vie. Mais bref, pour revenir à Solberg, c'est ça, c'est qu'il a réussi à amener une petite touche d'attaque aussi, dont au championnat mondial, ouais, ça m'a titillé un peu, j'ai pas détesté. Puis là, le problème avec Solberg, c'est que là, est-ce que c'est l'évaluation de la Norvège. C'est une ligue qu'on n'est pas habitué de regarder. En fait, on la regarde jamais. Combien de fois est-ce qu'il y a des espoirs de la Norvège qui jouent en Norvège? C'est un peu particulier. C'est comme Brandsteg Nygård, là, il joue pas en Norvège, il joue en Suède. Donc, c'est un peu particulier comme situation. Mais en voyant cette ligue-là, on pouvait quand même noter. Tu sais, le rythme de jeu, évidemment, il est pas super élevé, mais je trouvais que ça s'apparentait peut-être un petit peu à ce qu'on voyait de la Suisse, en guillemets. Tu sais, un peu de physicalité, un peu comme l'Allemagne aussi. Bref, c'est compliqué de vraiment bien cerner ce niveau de jeu-là, mais ça reste que Solberg, il s'était quand même bien débrouillé, puis il a un gabarit intéressant aussi à 6 pieds 1, 180, 185. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose qu'on a vu de lui, dont aussi au championnat mondial, qui vient peut-être sécuriser, entre guillemets, la projection ou l'évaluation par rapport à ce qu'on a vu en Norvège. Donc, peut-être que si on se dit, ouais, on n'est pas sûr du niveau de jeu en Norvège, mais au championnat mondial de hockey, il s'est bien débrouillé. Donc, j'aimerais... j'aimerais le monter un petit peu. Je pense qu'il va sortir plus haut. Je pense qu'il y en a qui l'avaient même en considération pour la première ronde. Moi, je l'ai plus haut sur ma liste qu'au 57e rang, mais si jamais il devait glisser, j'ai l'impression que c'est une sélection assez sécuritaire, à mon avis, avec une belle projection, puis quelque chose que tu peux travailler. Il y a déjà un peu l'aspect défensif, puis il y a déjà un petit peu l'aspect offensif aussi, en guillemets. Donc, il y a déjà une base sur laquelle tu peux travailler, sur laquelle tu peux développer un jeune de ce niveau-là. Un jeune européen, puis les Norvégiens, on les connaît pas personnellement, mais on sait que, si je me fie un peu aussi à ce qu'on a vu de Brandsteg Nygård, il a l'air d'être compétitif. Donc, c'est quelque chose encore une fois que le Canadien pourrait rechercher pour évidemment la philosophie, instaurer cette philosophie de jeu-là. Troisième défenseur, le dernier que je vois pour ce choix-là au 57e rang, c'est Thomas Lavoie. Thomas Lavoie qui est un défenseur du Cap-Breton, des Eagles du Cap-Breton, encore une fois, on n'a pas beaucoup parlé de lui. Pourtant, c'est un défenseur qui est droitier, évidemment, mais qui est bon en défensive, qui a l'air bon pour shut down les adversaires. Joue beaucoup de minutes. Il a eu la confiance de Louis Robitaille. Puis les Eagles, ils ont surpris, ils se sont rendus dans le carré d'as. On les attendait pas à ce ils sont en avance par rapport à leur planning. Puis je trouvais que Thomas Lavoie, c'était quelqu'un qui venait solidifier cette défensive-là. C'est un défenseur qui est capable de s'imposer physiquement, une très bonne mobilité. C'est pas un gars qui est hyper... Je pense que l'attaque, elle n'est pas nécessairement au niveau élite, puis je vois pas nécessairement l'attaque s'amener à un niveau
très élevé. Mais, tu sais, je sais pas si vous vous souvenez de Noah Warren avec les Olympiques de Gatineau, dirigé à l'époque aussi par Louis Robitaille. Tu sais, quand tu regardes un gars comme Thomas Lavoie, il est moins mean que Noah Warren, mais tu comprends un peu l'importance d'avoir un gars de même, surtout dans le junior, à droite. Puis là, ça revient un peu à ce que le Canadien voyait en David Reinbacher l'année passée. On a besoin d'avoir un droitier comme ça en série. C'est les droitiers comme ça qui font gagner des séries. Contre-argument que je mets à ça, premièrement, des défenseurs droitiers, il y en a quelques-uns cette année, mais contre-argument, c'est qu'un gars comme Thomas Lavoie ou Noah Warren, tu sais, t'es pas obligé de les sélectionner tout le temps au cinquième au total. Je pense que Thomas Lavoie, il a cette capacité-là défensive, il a cette capacité-là, puis le jeu d'ensemble est quand même bon, même si à l'attaque, c'est pas nécessairement le gars le plus productif, puis c'est pas le gars le plus créatif non plus à l'attaque, même s'il est capable de créer des choses avec la rondelle, capable d'alimenter des coéquipiers, capable de faire progresser le jeu. Mais je pense que cet aspect défensif-là, ça peut te mener loin dans la Ligue nationale avec la mobilité, combinée avec la mobilité puis le jeu physique. Je trouve que Thomas Lavoie, de ce côté-là, il se compare avantageusement à certains autres défenseurs qu'on peut avoir peut-être en haut de lui, dont peut-être les Badinka, les Shuravin, Väisänen, Solberg même. Donc, tu sais, le côté défensif est intéressant. Le côté attaque, j'aimerais peut-être le voir s'améliorer un peu, mais du côté de Lavoie, à ce rang-là, j'ai pas de misère du tout à... C'est pas un reach pour moi, c'est pas un joueur qui tu le prends parce que c'est un Québécois. Non, je pense qu'à ce rang-là, il mériterait une sélection, tout dépendant de ce qui se passe sur le board. Mais j'aime beaucoup ce profil-là à droite pour le Canadien, ou en fait, pour n'importe quelle équipe, mais si le Canadien veut tenter d'ajouter encore de la défensive à droite, on a parlé de Yakemchuk tantôt, on a parlé de Jiricek. Si jamais ça fonctionne pas, puis le Canadien décide de se tourner vers Lavoie au 57e choix, je pense que c'est une très bonne sélection. Je vais passer un peu rapidement sur 3 joueurs. Il y en a un là-dedans. Ben, en fait, il y en a 2 là-dedans qui, je pense, vont être partis, mais je veux les noter quand même. Le premier, Yegor Sourin. Yegor Sourin, une petite peste par excellence, mais il y a aussi du talent. Tu sais, c'est un gars offensif, c'est un gars avec une bonne finition, mais aussi une bonne vision du jeu, de bonnes passes bien placées, avec de la bonne force. Tu sais, il repère bien ses coéquipiers. Beaucoup de confiance dans son jeu. Puis des fois, c'est un peu facile d'avoir la confiance dans la NHL, puis c'est correct. Mais il amène aussi cette confiance-là dans la KHL. Puis ça, c'est intéressant de voir un gars comme ça, un jeune qui a pas peur vraiment du moment, a pas peur d'affronter qui que ce soit. Donc pour moi, Sourin, ça devient un joueur. Puis encore une fois, je pense que c'est ça. Je pense pas qu'il va être là je pense pas qu'il va être là à ce rang-là, mais tu sais, si jamais il devient un petit faller, patine bien, tu sais, j'ai l'impression il y a beaucoup de choses à faire avec ce jeu-là. Puis lui, c'en est un comme Seneca aussi qui a pris de la grandeur, de la grosseur dans la dernière année, 2 dernières années. Il est rendu 6 pieds 1, 190 livres environ. Alors qu'on le voyait un peu plus à 5 et 10 au début de l'année ou même dans les dernières la dernière année avant que le changement avant que les mensurations changent là. Oui, je vais y arriver. Donc ouais, il est un petit peu échevelé, il est un petit peu tête folle puis il cherche souvent à créer un peu de caca, mais je trouve que ouais, c'est un joueur rugueux. Encore une fois, j'aime mieux, comme je l'ai dit tout le temps, j'aime mieux dompter un tigre que de peindre des rayures sur un chaton. Donc le voilà, là, je vous sors l'expression.
Ouais, Yegor Sourin, c'en est un qui... je pense pas qu'il va être là, mais tout d'un coup qu'il glisse, bon, ça serait intéressant. Un autre gars aussi, je pense pas qu'il va être là, c'est Miguel Marquez. La raison pourquoi je dis qu'il sera plus là, c'est que c'est les qualités de fabricant de jeu, les mains de ce joueur-là sont très vives, sont très rapides. Donc j'ai l'impression que le niveau de talent, même un petit gabarit, même s'il y a un plus petit gabarit, j'ai l'impression que le niveau de talent de Marquez va en attirer beaucoup. Puis à ce moment-là, si tu tombes en amour avec un joueur comme ça qui a énormément de talent, puis une créativité, puis une façon d'alimenter les coéquipiers, puis une façon de les rendre meilleurs sur la glace, des fois c'est dur de passer par-dessus ça. Donc j'ai pas le feeling que Marquez va rester au 57e. Mais si jamais il devait glisser, je pense que ça serait encore un joueur à vérifier et sur lequel tu peux vraiment t'appuyer, à mon avis, pour ce rang-là. Puis le dernier que je mentionne, c'est une petite exception aussi pour moi parce que d'habitude, je classe pas les overagers ou en fait, j'en classe très peu. Il faut vraiment qu'ils ressortent du lot beaucoup. Puis ça a été le cas cette année de Anthony Romani. Anthony Romani, c'est un joueur qui a vraiment explosé offensivement cette année. Et puis c'est la raison pourquoi il a monté, évidemment, à North Bay. Un joueur qui a été capable de marquer, je pense que c'est 58 buts cette année, 112 points ou 111 points, bref. Puis c'est des talents de marqueur. C'est un gars, encore une fois, qui a un flair pour le filet, qui a un flair pour marquer des buts, pour amener des rondelles au filet, pour être vraiment dangereux dans un rayon d'une douzaine de pieds là, du filet. Puis c'est un peu ça qui m'a intéressé. Puis je pense que Romani, oui, il lui manque un peu de facettes à son jeu, peut-être pour être un peu plus complet, pour être un petit peu plus rapide, entre guillemets. Peut-être une meilleure prise de décision, mais côté offensif, vraiment, là, quand il est près du filet ou quand il a la chance de décocher des lancers, c'est assez dangereux. Donc, jouer au centre, jouer à l'aile, je le verrais un peu plus à l'aile pour lui enlever des responsabilités offensives, tant qu'à moi. Mais, ouais, du côté de Romani, le Canadien a souvent sélectionné des joueurs overagers dans les dernières années, donc je pense pas que Romani va s'exclure de la discussion parce que c'est un overager. Donc pour moi, c'est une sélection. Tu peux tenter ta chance à 57 tant qu'à moi, tout dépendant de ce qui se passe sur le board, mais je pense qu'un gars comme Romani au 57e, justement par sa touche de marqueur, peut-être puis un peu plus de gabarit, peut-être par rapport à Poirier, si mettons on compare les deux, peut-être un petit peu plus complet, peut-être un petit peu moins tête folle, entre guillemets, c'est pas le bon terme, peut-être un peu moins échevelé, peut-être un petit peu plus discipliné. Marqueur, même style de marqueur aussi quand même, donc peut-être que la différence elle est là pour les deux entre Poirier et Romani. 70e et 78e, je vais les mettre dans dans un même bloc parce que c'est un range qui est un peu c'est un peu le range égal là, 70-78e. Si tu as un gars qui est proche de ce range-là, tu l'as probablement pour le 78e aussi. Le premier nom que je vais mentionner, c'est Carson Wetch. Carson Wetch, c'est un tannant. C'est un gars aussi rigueux. C'est un gars que t'aimes pas affronter. T'aimes pas jouer contre un gars comme ça parce que c'est souvent des matchs difficiles. C'est un gars qui plaque, qui a pas peur. Des fois, plaque même à la limite de la légalité. Jette les gants. Capable de remplir un rôle défensif, capable d'amener un peu d'attaque aussi, un peu de l'attaque sale, un peu de l'attaque vidange, dans le sens qu'il est près du filet, que c'est pas super beau tout le temps, mais il y a cette capacité-là à amener un petit peu de points. Puis du côté de Carson Wetch,
Ça a été une saison où je l'ai vu beaucoup. Il a été utilisé beaucoup avec le Canada. On l'a vu au Linka Gretzky, on l'a vu au U18. Encore une fois, dans des rôles vraiment de soutien, des rôles énergiques. Puis moi, je trouve qu'à ce rang-là, des fois, c'est bon d'avoir des joueurs de ce style-là. Tu sélectionnes un joueur comme ça, tu mets la main sur un joueur comme ça qui devient euh, qui des fois peut venir compléter un bottom six. À moins vraiment que tu aies un joueur sur ta liste, tu penses qu'il y a beaucoup de talent qui peut, puis on va en nommer deux ou trois là, dans ce range-là, mais ou vraiment peut-être que tu peux décider d'y aller vraiment avec du jeu rugueux. Tu veux vraiment avoir un profil de joueur qui va être difficile à affronter. Moi, je pense que Carson Wentz, à ce rang-là, peut être intéressant. Il pourrait peut-être glisser, peut-être rendre à 102, le quatrième choix de quatrième rang du Canadien. Mais je pense qu'à l'inverse, ce genre de joueur-là va peut-être être sélectionné un peu plus haut que qu'est-ce qui devrait être sélectionné, entre guillemets. Là. Puis encore une fois, c'est pas pour dire que c'est pas un bon joueur. Mais bref, donc c'est ça. Du côté de Carson Wentz, moi, c'est un peu la vision que j'ai de lui. Puis c'est un peu le style de joueur que j'aimerais voir du côté du Canadien. Vous le savez, j'aime les gars rugueux, j'aime les gars qui sont physiques. Donc pour moi, ça, il n'y a pas de doute. Deux joueurs qui ont connu des débuts de saison plutôt lents, puis se sont améliorés et qui ont ensuite pris, c'est des styles un peu différents, donc je veux en parler. Le premier, c'est Jacob Battaglia. Jacob Battaglia, je pense qu'il y a eu un début de saison un peu plus difficile avec les Frontenacs de Kingston. Lui, Jacob Battaglia, c'est un joueur qui jouait euh, qui a eu un rôle un peu plus effacé l'année passée. Moi, je l'ai pas vraiment remarqué beaucoup l'année passée. J'ai regardé un peu de match des Frontenacs à cause que on surveillait, en fait, je surveillais Quentin Burns et Ethan Miedema, qui a été impliqué dans la transaction avec Shane Wright, quand ils ont envoyé Shane Wright à Windsor. Donc, j'avais pas beaucoup vu Battaglia. Puis cette année, il m'a... au début de l'année, je me l'étais noté, évidemment. Puis bon, j'ai regardé quelques matchs. Ça a été un peu tranquille. Puis à un moment donné, au mois de novembre ou décembre, je regardais un autre espoir. Puis il a connu un bon match. Il y a eu un match de 2 buts, une aide, je pense, 3 points. Puis là, Battaglia, ça m'a donné le goût de revenir le voir. Je me suis dit, ok, je veux pas trop lancer la serviette rapidement sur lui. Puis, vraiment, à partir de ce moment-là, janvier, février, mars, j'ai trouvé qu'il y avait, dans les visionnements que j'ai eus, j'ai trouvé qu'il avait été plutôt bon. Vraiment, une capacité de marqueur. Oui, il y a une créativité, une certaine façon d'amener les rondelles vers le filet pour des coéquipiers, mais je trouve que sa qualité première, c'est vraiment de marqueur, de protéger la rondelle, de couper au centre, de vraiment se positionner dans des zones tampons, de vraiment se positionner près du filet pour se donner en option. Donc ça, c'est quelque chose du côté de Battaglia qui m'a plu. Puis je trouve que il amène une petite dimension aussi physique. Il amène une dimension physique aussi pour la protection de rondelles en zone adverse. Puis je le trouve quand même impliqué en défensive. Donc c'est pas nécessairement son gros mandat, puis c'est pas nécessairement quelque chose sur lequel il est excellent, mais pour un gars de 6 pieds, 200 livres, il protège bien la rondelle comme je le mentionnais, puis il est impliqué, il n'a pas peur, il essaye de vraiment séparer les joueurs adverses de la rondelle. En tout cas, dans moi, qu'est-ce que j'ai vu? Je trouve il est solide le long de la bande, c'est un ailier, donc je trouve qu'il est solide le long des bandes, puis c'est là aussi où c'est les petites choses, encore une fois, qui viennent parfois venir aider l'attaque à progresser ou les équipes à vraiment sont embouteillées ou tu fais les petits détails, ça devient quelque chose qu'il faut noter en ce qui me concerne. Donc, du côté de Battaglia, c'est un joueur que moi, j'aimerais, tu sais, dans ce range-là, moi, je trouve que c'est un excellent range pour lui. Deuxième joueur, c'est Riley Patterson.
Riley Patterson avec les Colts de Barrie. Cette année, on a vu un peu plus son coéquipier Cole Baudouin. Puis lui, Baudouin, on l'a vu aussi avec le Canada. Les Colts de Barrie, cette année, c'est pas une si grosse équipe que ça non plus, mais Patterson, il n'a pas eu un bon début de saison non plus. Puis évidemment, encore une fois, en regardant Cole Baudouin, j'ai pu apercevoir aussi Riley Patterson un peu plus. Donc, par la force des choses, j'ai continué à le suivre un petit peu. Et lui, c'est l'inverse. C'est vraiment l'intelligence sur la glace qui, surtout offensive, c'est un bon fabricant de jeu, un bon hockey IQ. Il suit bien le jeu, il reconnaît bien ce que les défensifs devant lui font. Donc, ça lui permet d'être plus efficace pour créer des jeux, pour retrouver des coéquipiers. Donc, moi, de mon côté, Riley Patterson, c'est là où il m'a intéressé. C'est que là, je retrouvais un peu l'aspect offensif, l'aspect un peu créativité qui vient un peu, moi que j'aime beaucoup personnellement, étant en plus un fabricant de jeux naturellement, mon jeu, j'aime beaucoup cet altruisme-là, c'est le fait d'être capable de donner cette rondelle-là aux gars qui sont capables de la mettre dedans, puis de les donner dans des endroits où ils peuvent la mettre dedans. Donc c'est là, moi, Patterson, je trouve qu'il a gagné des points. Puis je le trouve très bon aussi défensivement. Un autre joueur impliqué pourrait être un peu plus physique tant qu'à moi, mais j'ai l'impression qu'il est malgré tout assez, encore une fois, son intelligence fait en sorte qu'il est assez bien positionné. Il suit bien, il anticipe bien les jeux. Donc pour moi, Riley Patterson, c'est un gars qui devient un autre joueur peut-être intéressant dans ce range-là pour un style un peu plus offensif, mais sur 200 pieds aussi. Si on y va maintenant, juste pour le talent pur, ça va être Alexander Zetterberg. Parce que Zetterberg, à 5 pieds 8, 155 livres, je peux vous dire que c'est pas nécessairement le gros gabarit. Mais si tu y vas vraiment pour le talent, puis tu veux essayer d'y aller pour un coup de circuit à 70-78e rang, je pense qu'Alexander Zetterberg, c'est un choix désigné pour ça. Lui non plus, il n'a pas très bien commencé la saison. J'ai regardé des matchs de Örebro, un club assez boosté quand même, là, Örebro. Ça n'avait pas été si élégant que ça. Il y avait Fernstrom aussi qui était là. Il y avait des jeunes même pour l'année pour 2025. Il y avait Eric Berger qu'on a surveillé un peu cette année, Jack Bowden, les défenseurs. Bref, c'est des gars qui vont probablement, peut-être ne seront pas repêchés ou vont se faire repêcher assez tard, mais il y avait beaucoup de joueurs à surveiller du côté d'Örebro, donc c'était intéressant de les voir aller. Puis Zetterberg n'a pas bien commencé la saison, mais à la minute qu'il a atteint le mois de novembre, décembre, il a commencé à avoir une séquence de points au mois de novembre, si je me souviens bien. Puis ensuite de ça, il est allé au défi Junior A, donc les moins de 19 ans. Il a été excellent pour la Suède. Ça a été le meilleur joueur, à mon avis, de la Suède. Puis là, ensuite de ça, il a repris où est-ce qu'il avait laissé pendant la saison à Örebro. Et il est allé avoir des séries, il a été dominant en série aussi, beaucoup de points, 8 buts en 8 matchs. Je pense qu'il est allé chercher 14 ou 15 points. Donc là, il avait vraiment haussé son niveau de jeu. Puis au U18 qu'on a vu récemment, il y avait encore cette créativité-là, ses mains étouffées, là, cette capacité-là à être dangereux près du filet. Pas nécessairement juste parce que c'est un tireur, pas parce qu'il tire, mais aussi parce que il est capable d'alimenter des coéquipiers, de trouver des options. Donc, puis évidemment, il y a une petite touche de marqueur aussi, là, Zetterberg, on lui enlèvera pas ça, mais donc c'est un peu, il a manqué la ronde des médailles, en fait la ronde éliminatoire, donc ça a été dommage de ne pas pouvoir le surveiller dans les gros moments de pression de ce tournoi-là, parce que la Suède est allée chercher la médaille de bronze, donc ça a été, j'aurais aimé quand même le voir dans des matchs de demi-finale, par exemple, puis le match de médaille de bronze, où, bon, la Suède a quand même... ça a été un match quand même où ils ont dominé, mais c'était serré, c'était 3-3 en troisième... 0-0 en troisième période, mais bref,
J'aurais aimé voir Zetterberg là. Le problème, évidemment, avec lui, c'est que c'est de la finesse. C'est juste de la finesse. C'est pas un gars euh, qui est violent. C'est pas un gars qui est physique. C'est pas un gars qui... tu sais, oui, lui aussi, il se fait tasser. Puis lui aussi, il perd ses batailles le long des bandes. Puis... Donc, ça vient... le gabarit vient avec certains enjeux, évidemment. Puis du côté de Zetterberg, ben, le problème, il est là. Puis il n'y a pas le niveau de talent, tu sais, mettons, on peut dire ça de Cole Caulfield, mais il n'y a pas le niveau de talent de Cole Caulfield. Donc déjà à la base, ben, le niveau de talent, il est peut-être là, mais il lui manque certains aspects de son jeu qui font en sorte que c'est un peu plus difficile pour Zetterberg. Je pense qu'il est rendu à ce rang-là, ou peut-être même au 102e, si jamais il glisse, ben à ce moment-là, tu sais, le risque, est-ce qu'il est un petit peu diminué? Je sais que c'est un autre petit joueur, là, bon, le Canadien, peut-être qu'encore une fois, comme on mentionne depuis le début, la philosophie de grosseur, puis la philosophie d'être physique, puis dangereux en série, ben Zetterberg, il ne s'insère pas là-dedans. Donc peut-être qu'il faut tout de suite l'exclure, mais moi, je le mets dans les cibles juste au cas, parce que le talent, il est assez élevé quand même. Donc je trouverais ça dommage un peu de le négliger, tant qu'à moi, pour ça. Mais bon, ça c'est juste mon opinion par rapport à ça. Le dernier joueur que je vais parler, c'est pour ce range-là, les deux choix, 70 et 78. C'est Ethan Prochizin. Bon, là, je vais essayer de ne pas me tromper dans sa prononciation, mais Ethan Prochizin, c'est un joueur qui a joué pour le bataillon de North Bay, donc en compagnie de Romani. Et puis moi, ce que j'ai beaucoup aimé de Prochizin cette année, c'est un joueur, encore une fois, avec le physique, qui protège la rondelle, qui donne de bonnes mises en échec, qui est intense, qui fonce au filet, qui est là pour voiler la vue des gardiens, qui est là pour faire dévier des tirs, il applique beaucoup de pression, complète ses mises en échec. Donc évidemment, les défenseurs, parfois, ils ont un petit peu de pression, ils font perdre des rondelles, ils essayent de se dépêcher. Donc c'est pas toujours, c'est encore une fois, c'est pas toujours le gars qui va aller démolir tout le monde, mais moi je trouve qu'il est très impliqué physiquement, il travaille fort, compétitionne. Donc est-ce que tu sais, on va parler d'éthique de travail, puis ça va revenir aussi, ça revenait aussi dans les joueurs mentionnés plus haut, dont Iginla d'ailleurs, dont on a parlé. Donc c'est un peu ça, c'est le niveau de jeu qui est encore une fois haussé. Puis j'ai l'impression que ce gars-là, encore une fois, le prototype parfait de série, prototype parfait de joueur que tu vas avoir dans ton équipe, puis que là, ça va être un peu difficile à contrer. Il va aller chercher des buts ici et là, il va donner des grosses mises en échec pour vraiment énergiser son équipe. Du côté de Prochizin, le problème, c'est le coup de patin un peu. Je pense que le coup de patin est un petit peu moins bon. Puis c'est sûr que là, à ce moment-là, ça vient un peu te causer des petits ennuis par rapport à ça. Moi, j'ai l'impression que c'est pas une cause perdue non plus en ce qui me concerne, là. Il joue bien défensivement, il est impliqué aussi défensivement, il suit bien le jeu. Talent de passeur qui est pas mauvais en ce qui me concerne. Je trouve que mais c'est pas un play driver. Moi, je le vois pas comme un play driver. Je le vois pas comme le gars qui va amener la rondelle dans la zone, qui va vraiment temporiser le jeu ou vraiment trouver des options. C'est vraiment, je pense, le gars qui va aller créer de l'espace en fonçant au filet, qui va créer l'espace en travaillant le long des bandes, puis en remettant des courtes passes, des rondelles un peu plus faciles pour ses coéquipiers. Donc pour moi, ça, c'est un genre de gars qui vient s'insérer dans la discussion pour un troisième trio. Vraiment un peu couteau suisse, un petit peu tannant. J'ai pas vraiment, j'ai pas de comparable vraiment qui me vienne en tête comme ça. Un gars quand même qui a cette capacité-là. Puis qui est capable de marquer des buts aussi quand même, puis des buts pas toujours de finesse évidemment, même s'il a quand même un bon lancer. Donc pour moi, Ethan Prochizin, c'est un gars qui pourrait venir vraiment solidifier un bottom six pour le Canadien, qui viendrait aussi peut-être par moment venir aider sur un deuxième trio. Mais vraiment, tu laisses ton top 6 travailler,
Puis tu as ce gars-là aussi qui vient amener de l'énergie, qui vient amener des mises en échec solides, puis vient faire un peu second-guesser les défenseurs. Donc pour moi, Precision, c'est un gars que je verrais dans ce range-là. Peut-être en quatrième ronde, peut-être qu'il va glisser. Mais bon, c'est un profil intéressant. Encore une fois, comme Carson Wentz, les directeurs généraux, d'habitude, ils aiment beaucoup ces profils-là, puis ils sont prêts à les sélectionner un petit peu plus tôt que tard. Donc, ouais, ça va être... c'est le dernier joueur que j'ai ciblé pour ces choix-là. Deux petits noms pour le 102e au total, le choix de quatrième ronde du Canadien. Et puis là, évidemment, possibilité que ces gars-là soient sortis aussi plus haut. Possibilité, comme j'ai mentionné, que certains joueurs glissent au 102 à vérifier. Mais en quatrième ronde, Hiroki Goisic. On en a parlé, en fait, j'en ai parlé avec Matt dans un des podcasts de joueurs un peu cachés, entre guillemets, des joueurs qu'on détestait pas, mais qui sont pas nécessairement dans notre top 32. Hiroki Goisic, il a joué un petit peu avec Crystal aussi au début de l'année, mais c'est surtout dans les derniers mois de la saison où il a été jumelé à Iginla. Puis je trouve que oui, il y a eu une production qui a augmenté du côté de Goisic, mais je trouve que Iginla aussi, ça lui donnait un peu plus d'espace, un peu plus de manœuvre pour travailler. Pas qu'il était pas capable de le faire avant, mais je trouve que Goisic lui a permis d'être un peu plus libéré à l'attaque. Parce que Goisic, c'est un gars qui crée de l'espace, qui donne des mises en échec en fond zone, qui va déranger près du filet. Il a d'assez bonnes mains près du filet pour manœuvrer puis faire quelques les petites feintes, des petits tirs du revers, des choses comme ça. Donc pour moi, j'aime ce joueur-là devant le filet parce que c'est un joueur simple. C'est un joueur facile avec qui tu veux travailler parce que tu sais que il va se placer en position près du filet, dans l'enclave, près des cercles ou à l'intérieur des cercles assez hauts pour venir se donner en option pour tirer, mais aussi juste par son mouvement sur la glace, par la façon dont il travaille près du filet, ça permet aussi à un gars comme, mettons, Iginla, d'entrer, d'être dangereux avec son lancer, de peut-être trouver une autre ligne de passe de l'autre côté de la patinoire, un genre de rink wide dot-to-dot. Donc, j'ai l'impression qu'il y a ça du côté de Goisic qui amène ce niveau de jeu-là chez certains joueurs de talent. Le problème de Goisic, évidemment, c'est que oui, il a un gros gabarit, puis je pense qu'il est 6 pieds 3, 200 livres. C'est un gros gabarit, mais il n'y a pas vraiment le patin qui suit non plus ce gabarit-là. Donc, ça devient compliqué pour lui de vraiment être actif, puis d'être dynamique avec la rondelle et tout ça. Donc, il y a cet aspect-là du jeu qu'il va devoir améliorer, mais du côté vraiment offensif, dans la plus pure et la plus simple facette du jeu, ce qui est à dire d'aller devant le filet pour bloquer, pour voiler la vue, faire dévier des tirs, prendre des retours, ainsi de suite. Tu sais, juste ça, il y a de la valeur à ce niveau-là. Puis c'est pas, tu sais, il n'y a pas des mains extraordinaires, mais il est capable de sortir la rondelle d'espace restreint, il est capable de la protéger aussi, évidemment, avec son gabarit. Donc, cet aspect-là offensif du jeu le rend un peu... fait en sorte qu'en quatrième ronde, comme ça, tu peux quand même te dire qu'il y a les aspects sur lesquels il doit travailler, tu peux les travailler. Défensivement, je le trouve pas mauvais non plus, sans nécessairement être un excellent joueur défensif, mais son gabarit lui l'aide beaucoup, justement pour faire sortir les rondelles du territoire, puis vraiment faciliter les relances, puis gagner des batailles au filet, le long des bandes. Donc, pour moi, du côté de Goisic, c'est un peu ce genre de joueur-là, puis j'espère que je m'attends peut-être à ce qu'il se fasse repêcher plus tard que ça, même peut-être dans des rondes un peu plus tardives, mais je le trouve intéressant quand même. Peut-être même plus haut, on ne sait jamais. Encore une fois, on en a parlé tantôt avec Precision puis Carson Wentz. C'est des gars qui sont possiblement sélectionnés trop haut, mais tu veux avoir un gars comme ça dans ton line-up. Dernier joueur,
et non le moindre pour le 102e et qui complète aussi les cibles, Kieran Walton. Kieran Walton, c'est un joueur des Wolves de Sudbury. Un gros gabarit. Puis les Wolves, cette année, évidemment, il y avait une équipe assez remplie quand même, côté talent. Avec Goyette, avec Musty, Dvorsky qui était là aussi. Puis il y avait certains autres joueurs qui avaient déjà été repêchés par le passé. Alex Farran, Matthew Mania. Il y avait même Kocha Delic, qui est un overager, en fait, qui lui a été son année de repêchage, c'était l'année passée. Mais bref, il y avait un petit peu moins de place pour Walton cette année, quoiqu'il y a eu ses moments quand même. C'est un gros gabarit, 6 pieds 5, 210 livres peut-être environ. Il a un bon coup de patin quand même pour son gabarit. C'est un joueur qui est capable de se distancer quand même des défenseurs, même si c'est pas nécessairement une fusée. Donc, il faut vraiment qu'il soit dans une bonne situation pour pouvoir prendre de la vitesse. Et il y avait un match en particulier, je me souviens pas contre quelle équipe, mais il avait réussi à pousser la rondelle entre deux défenseurs. Puis là, les défenseurs, ils ont dû faire un genre de pivot. Puis là, lui, il était déjà en ligne droite, donc il avait déjà commencé ses enjambées. Puis il a réussi à se distancer de ces deux joueurs-là pour aller marquer un but. Une fin du revers, je pense, si je me souviens bien. Donc bref, il y a ce côté-là de Walton qui est quand même intéressant, mais oui, il doit aussi travailler un peu là-dessus, son agilité, son mouvement, sa fluidité sur patin. Mais la vitesse, elle est quand même là. L'accélération, elle est quand même là. Walton, évidemment, avec son gros gabarit, c'est la protection de rondelle aussi. C'est la capacité à justement garder la rondelle sur l'aile et couper un peu au filet ou couper avec une passe ou contourner le filet puis ensuite de ça, remettre ça devant ou remettre ça à la pointe. C'est là où Walton, je trouve qu'il devient excellent dans cet aspect du jeu-là. C'est là où il aide la rondelle, l'attaque à se maintenir en zone ennemie. Il aide la rondelle à progresser aussi dans un certain sens. Donc, il y a quand même de bonnes mains aussi, justement avec la protection, mais il est capable de justement sortir quelques petites feintes, il est capable de faire quelques sorties d'espace restreint, de déjouer un ou deux joueurs, puis couper au filet. Il l'a fait aussi, on l'a vu un match aussi où il y avait des joueurs défenseurs un contre un à l'attaquant de face, puis il était allé marquer par la suite. Donc Kieran Walton, il y a cet aspect du jeu-là qui devient intéressant aussi, la combinaison de gabarit, de main. Il y a une certaine vision quand même aussi dans son jeu, même si c'est pas, encore une fois, c'est pas à tout casser. Là où moi j'ai eu de la misère avec Walton, c'est que des fois l'engagement compétitif pour un gars de ce gabarit-là, j'aimerais le voir des fois être plus physique, j'aimerais le voir être plus impliqué, j'aimerais le voir être un peu plus un peu plus sale devant le filet, un peu plus menaçant pour les gardiens, pour les défenseurs. Puis là, ça devient le côté de compétition, c'est là que j'ai eu un petit problème parce que je l'ai moins vu en série. Donc là, je veux pas qu'il devienne juste encore une fois, un gros gars qui patine puis qui essaye de créer des choses puis qui a quelques petites feintes, tout ça. J'aimerais qu'il amène ce niveau de jeu-là où, justement, comme on dit, il faut que ça soit difficile à affronter en série. Ben là, à ce moment-là, j'aimerais qu'il hausse ce niveau-là. Puis peut-être que ça a été un peu malchanceux, peut-être que les séries, c'est pas un bon échantillon, mais moi, j'accorde quand même beaucoup d'importance aux séries parce que, comment tu peux m'en donner, qu'est-ce que tu peux faire pour sortir du lot quand même si tu produis pas, quand le niveau de jeu est élevé, quand l'espace est restreint, quand les arbitres décident d'y aller un petit peu plus, de laisser un peu plus de latitude sur le jeu. Donc, je trouve que Walton, il m'a manqué un peu ça. Il m'a manqué l'aspect du jeu de vraiment être
un gars qui fait du dommage en série, puis c'est une des raisons pourquoi j'ai pas pu l'insérer dans mon top 64. Néanmoins, un joueur intéressant, un profil intéressant, un package intéressant. Donc pour le Canadien, encore une fois, si ça correspond à ce qu'on désire avoir de leur côté, du gabarit, évidemment du talent, il peut être un peu mean, Walton, mais il pourrait l'être un peu plus à mon avis. Donc en quatrième ronde, c'est un projet qui m'intéresse, mais je ne serais pas surpris qu'il sorte avant ça aussi. Troisième ronde et peut-être même deuxième ronde, je ne sais pas, mais bref, ça me surprendrait qu'il soit encore disponible, mais si jamais, ça serait une cible pour le Canadien. Donc, c'était mes cibles potentielles du Canadien. Très longue vidéo. Parce qu'il y avait beaucoup de joueurs à parler. Il y avait beaucoup de joueurs, beaucoup de choix aussi. Puis j'aurais pu me limiter juste en première, deuxième ronde, mais c'est pas comme ça que moi je travaille. Puis c'est pas comme ça que nous, on travaille du côté du TSLH Espoir. On veut essayer de vous donner le plus d'informations possible. Selon nos observations, ça ne veut pas dire que vous allez avoir les mêmes observations que nous, ça ne veut pas dire que d'autres intervenants vont avoir les mêmes observations, mais on préfère vous donner du stock, on préfère vous donner le plus d'informations possible, puis de parler de plusieurs joueurs et non juste des analyses faciles des joueurs dans le top 10 dont on a parlé 100 fois dans l'année. Donc j'aimais bien vous donner aussi un portrait de plusieurs joueurs, même si c'était pas toujours en profondeur et puis même si c'était pas toujours des analyses poussées là, pendant 10-12 minutes avec des statistiques avancées et des cartes de match là, puis des expected goals for et tout ça. Là. Bref, il y en a d'autres qui font ça, puis je vous invite à aller les voir, tant mieux si ça vous convient. Donc, c'était mes cibles pour le Canadien. Et c'était ma dernière vidéo officielle de discussion et de repêchage en tant que tel. Les 3 prochaines vidéos, en 3 parties, mon top 32 que je vais commencer à enregistrer bientôt, que je vais mettre, je vais ajouter des images aussi avec ça, donc ça va être intéressant pour vous à surveiller, ça va être intéressant pour moi aussi de closer cette liste-là puis de voir où on se situe et de vous présenter le guide par la suite aussi avec nos quotes. Moi, ça avançait quand même bien. J'aimerais aussi rentrer des quotes de 2025. Là. J'ai pas eu beaucoup de temps au mois de mai avec le travail de CF Montréal et ainsi de suite. Donc, ça va être un peu compliqué. Je vais essayer, évidemment, mais pour le top 64, c'est sûr qu'il va y avoir des citations de mon côté comme l'année passée. Puis je sais qu'il y a certains boys. Le match, je pense qu'il est déjà au-dessus de 70 quotes et ainsi de suite. Pascal aussi, ça a l'air bien avancé. Donc, on espère vous offrir du gros stock encore cette année. On espère vous donner le War Room aussi, qui mène toujours à un peu de discorde, mais quand même beaucoup de plaisir. Donc, ça va être ça aussi pour de notre côté à nous, pour la chaîne avec les boys du TSLH Espoir sur la chaîne de Tout sur le hockey. Et il va y avoir un live, évidemment, du repêchage. Je ne sais pas si je vais être en mesure d'y participer avec le travail, mais si jamais je suis en mesure d'y participer, ben ça va me faire plaisir de vous sortir encore certaines de mon non-verbal si jamais je suis pas content, mais écoute, on est là, on fait ça pour le plaisir, on n'est pas des recruteurs. Donc, ça se peut qu'on ait de très bonnes chances qu'on ait tort, mais on le saura dans 5-7 ans. Donc, c'est toujours plaisant de le faire, puis c'est toujours plaisant aussi d'en parler, de continuer à évaluer les repêchages d'année en année, de voir la progression des joueurs. Donc, à surveiller pour la suite des choses. Puis, un bon été. Merci d'avoir été là. De mon côté, je vais prendre un petit break. Je vais aller jouer au golf un peu. Et puis, avec le deck hockey, évidemment. Donc, c'est le projet pour l'été. Donc, bon été, bon repêchage. Merci d'avoir été là pendant la saison. Je vous invite à regarder les 3 vidéos de Top 32. Puis, d'ici là, ben, on se dit à la prochaine.